Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Impro Ciné Critique, vidéo assez spéciale car réalisée dans des conditions particulières après avoir appris le décès d'une amie que nous avons probablement en commun car on partage pas mal d'abonnés. Peggy de la chaîne Le Rayon Décalé nous a quittés, mais vous étiez peut-être au courant car quand je fais une vidéo comme ça hors nouveauté, il y a toujours un décalage de plusieurs jours, plusieurs semaines. Je l'avais annoncé sur les réseaux et peut-être même que je l'ai évoqué dans une autre occurrence. Ce qui est certain, c'est que je me gardais ce Living Las Vegas à un moment opportun de tristesse, parce que je connaissais sa réputation d'œuvre très triste et plombée, qui me tardait à découvrir un jour de toute façon, oui, sur le tard donc, sorti en 1996 internationalement, mais il y a eu quelques sorties plus confidentielles dans des festivals ou limitées aux États-Unis en 1995. Réalisé par Mike Figgis, qui est britannique et qui fait son premier brûlot ici aux États-Unis, sur un roman adapté, donc écrit par John O'Brien, et c'est quasi autobiographique, on y reviendra. Au casting, nous retrouvons dans les rôles principaux Nicolas Cage et Elizabeth Shue. Citons aussi la présence du regretté Julian Sands. Alors évidemment, je préviens d'avance, ça risque d'être une vidéo un peu moins précise que d'habitude. En plus, avec Impro Ciné Critique, vous avez l'habitude, ça part souvent dans tous les sens, et ce n'est jamais très approfondi, puisque c'est comme ça, au débeauté. L'histoire est donc bien triste. On va suivre un scénariste, interprété par Nicolas Cage, du nom de Ben Sanderson, qui est alcoolique, et qui se fait virer de son travail. Voilà, il a perdu sa femme aussi avant. L'a-t-elle quitté parce qu'il était alcoolique ou est-il devenu alcoolique parce qu'elle l'a quitté? On ne saura jamais vraiment, mais ce qui est certain, c'est qu'il est au plus bas. Il reçoit une indemnité de licenciement, certes, mais il va profiter de cet argent pour, non pas quitter Las Vegas, mais partir pour Las Vegas. Le titre est assez double sens en soi, parce qu'au final, va-t-il le quitter, ce Las Vegas et ce monde? Bon, il part là-bas pour se suicider à l'alcool, pour faire simple, autant être cash. Petit à petit feu, pendant plusieurs semaines, en dépensant tout l'argent dans ce qu'il peut pour en finir dans un état d'ivresse permanent. Mais là-bas, il va quand même rencontrer quelqu'un, une prostituée nommée Sarah, qui est quand même bien exploitée par son mec, joué par Julian Sands, et qui prétend apprécier cette vie, mais c'est pas vraiment le cas. De toute façon, c'est pas possible. Elle aussi, elle est pas en forme, moralement et mentalement, dans son existence, et quelque chose à se passer entre les deux. Une romance improbable et impossible qui va leur permettre de partager un petit coin de paradis malgré tout, dans un endroit très artificiel, parce que Las Vegas, c'est pas du tout la ville romantique qu'on pourrait imaginer. C'est une Amérique où ça joue, où c'est le délirium perpétuel de tout ce que le capitalisme a pu apporter. C'est un autre monde, quoi. Un monde de faim, quelque part. Mais ensemble, ils vont construire peut-être quelque chose d'éphémère, à moins qu'ils repartent vers un ailleurs. Bon, je ferai une zone spoiler quand même. Et ceci pendant presque 2 heures, pour un film qui n'est pas joyeux du tout, évidemment. Parce que de toute façon, le romancier de base, il parle de lui, indirectement. Il a été scénariste, monsieur, et il était alcoolique. Et il s'est même suicidé quelques semaines à peine après avoir accepté le film, que ça soit adapté en film, en ayant signé les droits, quoi. Et donc il n'a même pas pu voir cette œuvre. Vous imaginez un peu le truc quand même. Pour beaucoup, d'ailleurs, Living Las Vegas, c'est ça, son message d'adieu à ce monde. Et film qui donc nous montre une descente aux enfers, matinée de potentiel espoir. Et c'est pas facile à voir, c'est sûr. Je n'ai pas d'avis précis sur ce métrage parce que je l'ai vu en mode... Ah non, pas pilote automatique, parce que je suis vraiment entré dedans quand même. Il y a des choses très intéressantes sur le plan cinématographique et narratif. Parfois peut-être un peu dans le too much, pas sur le plan esthétique, quoique vers la fin, on y reviendra. Mais dans une idée de répétition rébarbative de certaines choses, parce que même s'il y a des événements, de toute façon c'est pas important, le film ne raconte rien, entre guillemets, il raconte beaucoup aussi. C'est pas du scénario pour qu'il y ait des événements. Peut-être qu'il y en a un de trop vers la fin, mais bon, on va en parler. Mais c'est quand même quelque chose de profondément impactant. Parce que Mike Figgis, il a pris donc le roman de base, il s'est plongé dans une atmosphère.
Il a joué avec ça, d'ailleurs même certaines scènes de nuit, ou pas forcément que de nuit, mais dans les rues de Las Vegas ont été faites, mais en une prise vite fait parce qu'ils n'avaient pas les droits, ils n'avaient pas les autorisations, donc il y a une idée d'urgence perpétuelle dans un film qui court vers la fin. Et Nicolas Cage lui-même s'est vraiment impliqué dans le projet. Certains pensaient qu'il était ivre sur le tournage, c'est faux sauf une scène de casino où il crie je suis son père, qui sort complètement du scénario. D'ailleurs, c'est passionnant, ça. Il a crié ça parce que, oui, pour celle-ci, de séquences particulières, il avait bu. Peut-être avait-il besoin, pour ce moment-là, d'être dans son personnage encore plus. Et ça a été gardé ainsi. Beaucoup de réalisateurs auraient fait retourner en disant « Non, attends, tu sors du script et tout. » Non. Nicolas Cage s'est préparé pour le rôle en se filmant après avoir beaucoup bu, mais sur le tournage, il était quand même à 95% du temps, du coup, très sobre et professionnel. Nicolas Cage garde un souvenir particulier, hein, et pour cette performance-là, ça se sent, d'un métrage proche de ses personnages, parce qu'on utilise une 16 mm, une caméra moins grosse, qui permet des moments un peu plus rapprochés. Il y a des scènes, pas hallucinées, mais pas loin, où quand il brûle sa maison, enfin il brûle pas la maison, mais ses souvenirs avant de partir à Las Vegas, on voit que c'est proche et tout. Il y a des choses qui sont assez intenses sur ce point et qui en disent long pour quelqu'un de toute façon qui n'a plus d'espoir. Mais l'espoir va apparaître au moment où il arrive et il manque à un feu rouge d'écraser une dame qui s'avère être donc la prostituée nommée Sarah, et plus tard ils vont se revoir et il a envie de faire quelque chose avec elle, et pas ce que l'on croit, non. Ça va bien au-delà de relations sexuelles. Cette idée que ensemble ils vont vivre une romance. Il va y avoir des magnifiques moments dans le film, tout en étant triste. Il n'y a rien qui nous sort de la tristesse en soi. Notamment cette escapade, si on veut, dans un motel près du désert, près de la piscine et tout, il regarde le troisième homme. Il y a de la poésie. Une poésie qui annonce quand même quelque chose qui est dans l'éphémère, hein, j'insiste sur ce terme, parce qu'il n'y a pas trop de suspense sur comment ça pourrait se terminer. Mais peut-être qu'au final, cette idée de personnage qui veut en finir va, au passage, aider l'autre personnage, donc la protagoniste jouée par Elizabeth Shue, va peut-être l'aider à sortir d'un système. D'ailleurs, on la voit en thérapie avec un psy et tout. C'était pas très utile non plus. Le film, après, c'est propre au bouquin, probablement, peut-être très fidèle. Mais bon, à la rigueur, le film en elle-même est une thérapie, en lui-même, pardon, est une thérapie, et pour elle-même, je voulais dire, et l'idée de cette rencontre improbable est aussi une forme de psychologie pour elle. Bon, et après, Mike Figgis fait ce qu'il fait, c'est-à-dire que je crois que c'est lui qui fait le scénario, hein, en plus, oui, je confirme, et c'est vraiment balisé dans une autoroute qui est parfaite, c'est-à-dire que sans cette idée-là, il a une vision qui conserve jusqu'au bout, tant et si bien que même certaines scènes qu'on peut... Bon, ça aussi, c'est peut-être dans le livre aussi, on va y arriver dans The Spoiler, peut-être que malgré tout, certaines scènes, elles sont logiques dans une idée il faut que ça descende, quoi. Et spoiler, comment ça se termine? En soi, c'est pas très important, mais quand même. L'idée, en deux temps, bon, évidemment, il meurt à la fin, mais il meurt après un acte d'amour, c'est-à-dire qu'ils vont consommer enfin, vraiment, un acte d'amour, hein. C'est pas du tout comme une prostituée avec son client, hein, loin de là. L'amour mène à la mort, donc peut-être une extase, un apaisement ultime. Magnifique, ça. Il a la plus belle mort possible, au final, même si l'alcool, de toute façon, a eu raison de lui, il était pas bien, vraiment, on le voit, hein. Il n'a pas arrêté de boire en cours de route, quoi, du tout, hein. S'il meurt, c'est pas pour rien. Et elle, par contre, avant, elle subit un viol absolument terrifiant. Peut-être un poil suresthétisé dans la mise en scène, mais je comprends l'idée. En plus, il filme, donc il y a une sorte de dialogue. Et on voit la caméra filmée en noir et blanc, hein, il me semble, par les jeunes. Là, c'est affreux. Voir que de toute façon, on est dans un monde infernal, Las Vegas. Même si on peut y vivre son petit paradis, parenthèse éphémère, ça nous rattrape toujours. Donc, était-ce nécessaire qu'elle subisse cela? Derrière, évidemment, elle va peut-être être lavée de tout cela par une relation magnifique avec quelqu'un qu'elle a entamé avant et qui va finalement avoir une finalité, une double finalité sur l'acte et le décès du monsieur. C'est profondément touchant et profond et plombant aussi, évidemment, arrivé au bout. D'ailleurs, le dernier plan, c'est au ralenti, on voit le personnage sourire.
comme si c'était le souvenir qu'elle va garder de lui, quoi. Et elle l'aimait, elle l'a aimé. Ça, c'est certain, elle l'a aimé. Il y a l'amour qui s'est quand même déclenché entre les deux, mais un amour qui était impossible à imaginer sur la durée, vu de toute façon la décision et l'état du monsieur qui a sombré. Donc il a sombré, il n'y a rien qui pourra le retenir, même si peut-être cette rédemption, c'est qu'il aura permis à cette dame de vivre en bonheur, hein. Quel que soit celui-ci, éphémère, mais quand même. Donc oui, c'est puissant, c'est un film qui est très triste, hein, c'est sûr, hein. Je vais pas pleurer devant, parce que j'étais un peu déjà, voilà, KO, quoi. Mais ce qui est certain, c'est que c'est un film que je reverrai un jour, mais il faudra pas que ce soit n'importe quand. Alors je fais dans un spoiler, je vais pas aller plus loin dans une analyse qui pourrait être certainement beaucoup plus poussée, même à chaud, hein, j'en conviens, par rapport à ce que j'ai pu faire ces derniers temps. Mais c'est un film surtout à ressentir, à appréhender selon l'état dans lequel on peut être. Et évidemment, c'est parfaitement aussi cadencé par une musique un peu blues jazz qui est composée par Mike Figgis lui-même. Alors c'est très rare qu'un cinéaste compose la musique de ses films. Évidemment, on va penser à John Carpenter, mais pas que, mais quand même. Il y a un contrôle absolu sur un film qui est plus ou moins indépendant, hein, je crois. Il n'y a pas un gros studio derrière. Et ça se sent. Mais c'est pas auteuriste ultime non plus. Ça peut être un peu arty sur certaines scènes, et notamment vers la fin, mais on garde quelque chose d'organique, et pour cause, d'émotionnel. Je parlais de catharsis au début. Fort heureusement, je n'ai pas connu, et je ne suis pas dans la situation du personnage principal, reflet donc de l'auteur du roman ici adapté. Mais quand tu ressens quelque chose de triste, c'est un film qui va te parler indirectement de toute façon. Leaving Las Vegas, donc à vous la parole dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Est-ce que pour vous c'est l'un des meilleurs rôles de Nicolas Cage? C'est un des rôles les plus marquants de sa carrière, c'est sûr. Et pour le réalisateur, je ne sais pas s'il a fait d'autres œuvres très très reconnues, mais n'hésitez pas à ouvrir là-dessus, évidemment. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao!